de la protection des champions nationaux, de la manière dont nous traitons les champions nationaux sur le continent africain. Voilà. C'est ça le drame de l'Afrique noire française en réalité. Nous avons des influenceurs, nous avons des TikTokers, nous avons même des médias. Tous, chacun s'autoproclame panafricain. Les panafricanistes de la troisième heure, ils sont là. Mais sur des questions cruciales comme ça, où la réponse est simple, ils disparaissent. Pourquoi est-ce que les dirigeants africains soutiennent plutôt les entreprises occidentales? C'est parce qu'il y a à la base un système de rétrocommission. Les multinationales occidentales soutiennent les régimes politiques en échange de rétrocommission. On a tous à l'esprit le scandale qui a fait chuter la ELF. Vous vous rappelez le scandale de la ELF? Je ne vais pas aller dans les détails. Aujourd'hui, voilà un Nigérian qui s'élève, qui va concurrencer les sociétés occidentales sur leur propre terrain, c'est-à-dire le domaine pétrolier. Seulement, comme Dimitri l'a relevé, Aliko Dangote n'est pas n'importe qui, de par sa stature, par son envergure et son intégrité. C'est pas quelqu'un qui va aller partager les enveloppes comme ça se faisait dans le bon vieux temps. Et du coup, on décide de le couler. Ce qui m'a plu, ce que vous avez dit, on peut faire une extension. C'est la même chose partout en Afrique noire. Vous savez, on a chez nous une société, un programme d'État, une société d'État qui s'appelle l'Agence pour la promotion de l'investissement. Théoriquement, ils sont là pour accompagner les gens, les Camerounais qui vont aider à construire un tissu industriel. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà vu une seule fois une action concrète que cet organisme a menée. Lorsque vous essayez de monter une industrie au Cameroun, vous allez vous retrouver avec toutes les administrations de l'État contre vous, depuis la préfectorale jusqu'au service de l'agriculture, en passant par la douane, les impôts et tout et tout. Insidieusement, les régimes africains préfèrent continuer avec les successeurs des colons. Ou si vous voulez, je vous explique en français simple. Les Occidentaux sont partis. Nos frères africains se sont installés au pouvoir. Mais les Occidentaux n'ont quitté que les palais présidentiels. Juste à côté, ils ont ouvert des boutiques. Et ils continuent donc de traiter avec les dirigeants. Or, comme le marché n'est pas extensible à l'infini, on continue de protéger ceux qui nous renvoient à l'ascenseur. Selon l'expression que Dimitri a utilisée tout à l'heure, on fait tout sauf dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais pourtant, les efforts faits justement par ces champions nationaux, c'est pour essayer d'améliorer, on va dire ça comment, de protéger, non, d'améliorer ou de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Parce que, comme vous le savez, si on prend le cas du Cameroun par exemple, l'essentiel du pétrole qui est raffiné chez nous est un pétrole qui est importé. Et donc, il faut mettre en place une raffinerie qui soit en mesure de pouvoir raffiner notre pétrole brut pour... Dans le cas du Nigeria, on voit un homme d'affaires qui a mis en place une raffinerie qui permet justement de raffiner le pétrole nigérien dans le sens de réduire les importations et de protéger l'économie nationale. Est-ce que cela n'est pas suffisant pour que l'État, n'est-ce pas, lui accorde les circonstances atténuantes, si tant est vrai, tant est qu'effectivement il y a des règles qu'il a transgressées? Vous allez du principe que ceux qui sont à la tête des États travaillent dans le sens d'aider la population. Non, monsieur. Vous parlez de la dépendance. C'est vous et moi qui avons des problèmes lorsque le prix du carburant grimpe. Ils ne connaissent même pas le prix du litre. Ils ont les bons de carburant. Quand vous dites qu'il faut réduire la dépendance. Alors, si nous avons une raffinerie ici qui va raffiner, excusez la tautologie, notre pétrole, alors, tous ceux qui se régalent dans les rétrocommissions à l'achat du carburant à l'extérieur, ils vont faire comment? Ils vont devenir pauvres comme vous et moi. Et du coup, ils ne veulent pas ça.
il y a quelques États, il y a quelques leaders africains qui commencent à se démarquer, qui commencent à rompre définitivement avec le système néocolonial. Je ne veux pas faire leur publicité ici. Mais il y en a d'autres aussi qui mouillent vraiment le maillot pour que ce système perdure. Et ce qui est en train d'arriver à Dangote aujourd'hui en est la parfaite illustration. Alors, donc, on va peut-être prendre l'avis de Edmond Kamga sur le sujet. Edmond, oui. Cette friction entre Aliko Dangote et l'autorité de régulation qui crée une sorte, je vais dire, qui divise la classe politique nigériane, cela se comprend, qu'il y ait des hommes politiques qui aient pris le parti Dangote pour dire, écoutez, il faut protéger les champions, il faut leur donner la possibilité de pouvoir travailler dans le sens justement de réduire cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Oui, tout à fait. C'est dommage ce qui est en train d'arriver à Aliko Dangote, notamment avec sa nouvelle raffinerie. Il aurait dû être protégé comme doivent l'être tous les champions nationaux, les capitaines d'industrie qui investissent dans leur propre pays et s'étendent même leurs investissements dans les pays voisins. C'est-à-dire en Afrique centrale, en Afrique occidentale, Aliko Dangote est présent au Cameroun, au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique centrale et en Afrique occidentale. Ça aurait été une raison suffisante pour l'encourager autant que d'autres hommes d'affaires nigérians, notamment dans ce secteur. Malheureusement, ce qui se cache en réalité, c'est une sorte de mafia. Il y a la mafia dans l'or noir, il y a la mafia dans le secteur pétrolier. C'est qu'en réalité, vous savez, autant certains chefs d'État au Nigeria, bon, ceux qui sont déjà partis, il y a un chef d'État qui est là aujourd'hui, il n'a peut-être pas la même vision que le président Buhari ou Obasanjo, qui, on le voit, ont encouragé les champions nationaux au Nigeria. Et on se rend compte aujourd'hui que ce qui est en train d'arriver à Aliko Dangote, en réalité, c'est à cause de la corruption. Il y a un phénomène de corruption qui est grave au Nigeria, comme dans beaucoup de pays africains dans le domaine pétrole. Et ce qui lui arrive est dommage parce qu'il est obligé d'aller s'approvisionner dans d'autres pays africains, chercher le pétrole brut en Angola, en Libye et dans d'autres pays, alors que son pays est le premier producteur de pétrole en Afrique. Donc, il y a des raisons suffisantes pour lesquelles il doit revendiquer, il revendique même, on doit l'encourager, on doit le protéger, on doit le soutenir par rapport aux firmes multinationales. Parce qu'il y a une fierté nationale, à savoir qu'on a un champion national dans un domaine comme le pétrole, qui raffine le pétrole nigérian. Et parce que un des avantages serait que s'il parvient à atteindre un certain niveau dans la raffinerie du pétrole nigérian, le pétrole va coûter encore moins cher. Et ça va faciliter la consommation au niveau local et rendre la vie moins chère. Parce que la vie est également chère au Nigeria, comme dans beaucoup de pays africains en ce moment. Donc c'est malheureux et c'est dommage que cela arrive à quelqu'un comme Aliko Dangote qui a vraiment la propension non seulement à investir dans son pays, mais à s'étendre dans d'autres pays africains. Et on voit que ça donne une image qui est très forte du Nigeria en Afrique et partout à travers le monde. Donc, il est bon, il est souhaitable que les autorités au Nigeria, les dirigeants actuels, essaient de revoir, n'est-ce pas, la vision qu'ils ont, n'est-ce pas, des investisseurs nationaux, afin de mieux encourager les investisseurs étrangers. Parce qu'en réalité, lorsqu'un investisseur étranger veut arriver, il veut d'abord voir comment sont traités, n'est-ce pas, les nationaux. Comment ils sont traités, comment se passent les milieux d'affaires. Ils collectent la législation, tout à fait. Et quand les investisseurs nationaux ne sont pas logés, j'allais dire, à bonne enseigne, ça ne rassure pas les investisseurs internationaux qui ont l'impression que définitivement cela signifie que pour réussir là-bas, il faut seulement pratiquer la corruption. Aujourd'hui, la corruption est condamnée par tous les institutions internationales. Et la déclaration du directeur de la Banque africaine de développement en est en parfaite illustration, puisqu'il indique que, écoutez, il faut faire attention parce que si vous n'arrivez pas à bien traiter des investisseurs dans votre pays, et surtout les investisseurs à trempe de Aliko Dangote, visiblement aucun investisseur ne pourrait venir dans votre pays. Comme on dit, il faut faire attention parce que c'est un climat que les uns les autres, un environnement que les uns les autres scrutent, observent, et ça en dit long sur la manière dont
les affaires sont menées dans votre pays. Oui, tout à fait. Le climat des affaires, l'environnement des affaires, ça doit être propice aussi bien pour les investisseurs locaux que les investisseurs étrangers. Et dans les indices au niveau des instituts, des établissements financiers, les établissements, c'est-à-dire les cabinets internationaux qui notent, qui donnent des notes, n'est-ce pas, au pays, à l'investissement, à l'économie nationale, tout cela compte. Donc il est important que le Niger essaie de revoir sa vision, sa gestion de cette affaire, notamment sur le cas Aliko Dangote et sa raffinerie. Je pense, j'en profite pour dire qu'au Cameroun, nous avons également un problème. Depuis l'incendie à la Sonara, on ne parle plus beaucoup, n'est-ce pas, de raffinerie. On a évoqué la modernisation, n'est-ce pas, de cette raffinerie-là pour pouvoir, à terme, raffiner notre propre pétrole. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Motus et bouche cousue. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est une interpellation que nous faisons au niveau de l'État du Cameroun. Il faudrait qu'on parvienne à moderniser, n'est-ce pas, les infrastructures au niveau de l'INBE pour pouvoir, à terme, raffiner notre propre pétrole. Et ouvrir même la possibilité pour les investisseurs nationaux, comme on le voit au Nigeria, pour que les investisseurs nationaux puissent également avoir des raffineries au Cameroun. Parce que le brut camerounais est l'un des meilleurs en Afrique et dans le monde. Alors, deux questions peut-être pour sortir de ce sujet, Dimitri Bala. La première, c'est en rapport justement avec la question de comment raffiner le pétrole. On a souvent entendu sur ce plateau certains acteurs politiques indiquer que tout l'argent qu'on met dans la subvention du pétrole, cet argent-là pouvait permettre de moderniser, de restructurer la Sonara et la mettre à niveau de manière à ce qu'elle puisse raffiner le pétrole camerounais. Et donc, le problème qui est posé ici, c'est un problème de choix stratégique, une affaire de priorité dans les investissements. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant que Camerounais, en tant que compatriote, que la politique menée par l'État du Cameroun permet effectivement, n'est-ce pas, de pouvoir protéger les champions nationaux, de faire la promotion même des champions nationaux, parce qu'on le voit sur d'autres cieux, il y a des politiques qui sont mises en place par les gouvernements pour promouvoir des champions nationaux, pour leur permettre d'avoir un peu plus de force et de pouvoir conquérir les marchés extérieurs dans l'intérêt de leur peuple. Alors, merci. Alors, il y a eu, au mois de juin, ici à l'Université de Douala, une activité qu'on appelle le GTEC, Génie et Talent de l'étudiant camerounais. D'ailleurs, on a suivi à la chaîne le reportage d'Equinox Télévision. Il y a des jeunes étudiants camerounais qui ont développé une mini-raffinerie à partir des déchets plastiques. Le reportage est d'ailleurs passé sur votre chaîne. Alors, vous avez vu qu'on a de plus en plus de solutions innovantes. Ils appellent ça le procédé de pyrolyse, je crois bien. Ils prennent les déchets plastiques, donc les plastiques ordinaires, ils transforment ça en carburant et ça fait fonctionner le moteur. Puisque là, immédiatement, on a vu dans le reportage comment ça faisait fonctionner un moteur. C'est des initiatives qu'on pourrait déjà valoriser pour pouvoir développer un carburant local. Parce que, à la fois, ça permettait de réduire l'empreinte écologique. Vous voyez le nombre de plastiques, de déchets plastiques, de bouteilles qui sont de plus en plus dans la ville de Douala. Et je crois d'ailleurs que pour le kilogramme, ils avaient des caractéristiques là qu'ils donnaient. Je crois que pour le kilogramme, ils pouvaient produire pratiquement 0,66 litres de carburant. Ça veut dire que c'est une niche qu'on pourrait exploiter pour pouvoir lancer la production du pétrole. Après, maintenant, on parle de la raffinerie, le projet de construction d'une raffinerie. Je ne suis pas expert du pétrole, mais je dirais quand même que faire une raffinerie, ça coûte extrêmement cher. Hein. On est souvent dans les 1-2 milliards de dollars, à peu près, pour construire une raffinerie comme celle que Dangote a fait au Nigeria. Or, est-ce que cette raffinerie serait rentable sur le terme? Je ne suis pas sûr, puisque vous voyez que dans notre pays, un peu comme dans la plupart des pays africains, il y a épuisement des puits pétroliers. Si vous êtes attentif, vous voyez que ça baisse, et ça baisse drastiquement. On a par contre de plus en plus des puits de gaz qui sont à la mode, qui sont plus... Mais le pétrole, par contre, est en train de s'épuiser. Alors, est-ce qu'on ferait une raffinerie
là maintenant, je pose la question, hein, je pose la question fort. Est-ce qu'on ferait une raffinerie pour quelque chose qui s'épuiserait dans 30 ans, 40 ans? Je ne suis pas sûr que ce soit un choix pertinent. Je ne suis pas sûr. Après, il y a certainement d'autres études qui peuvent être menées sur le sujet. Au sujet des politiques de protection des hommes d'affaires. Avant le sujet sur la protection des hommes d'affaires, visiblement, les informations que vous donnez, le chef de l'État ne les a pas. Puisque dans son discours de fin d'année, justement, il disait qu'il fallait continuer à travailler sur le projet de structuration et de la modernisation de la justice de raffinage, la SONARA. Oui, je parle de la modernisation. Oui, non, attention, la structuration, la modernisation de la SONARA, oui, le projet est lancé depuis 2014, depuis 2015. Oui. Il est en cours. Mais je parle de la construction d'une nouvelle raffinerie. Attention, il faut faire le distinguo. Je n'ai pas parlé de l'extension. L'extension est lancée depuis 2015. Il y a eu l'incendie, malheureusement, de 2019 qui a ralenti un peu la mise en œuvre des travaux. Mais je pense qu'il y a la recherche des financements qui est quasiment achevée, pourtant que je sache, et qui va donc permettre d'accélérer la mise en œuvre de la restructuration de la SONARA. Quant à construire une nouvelle raffinerie, je disais que je ne suis pas sûr que nous trouverons un investisseur pour pouvoir mettre de l'argent pour construire une nouvelle raffinerie. Je ne suis pas sûr qu'on trouverait facilement, parce que ce ne serait pas rentable sur le terme par rapport au coût qu'il faut investir. Maintenant, au sujet de la protection des investisseurs, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au cours des dernières années, avec notamment le dialogue public-privé qui a souvent lieu au JICAM. Il y a ces initiatives-là telles que le Cameroun Business Forum, qui permettent aux hommes d'affaires, au gouvernement d'échanger sur un certain nombre de préoccupations. C'est vrai que vous me direz qu'il y a quelques années, il y avait eu un problème de concertation. Mais vous voyez que ça a très bien repris. Et on voit récemment, je crois, le ministre des Finances était là, le ministre des Mines, le ministre de l'Agriculture. Ils rencontrent les hommes d'affaires et ils essayent d'avoir des points de convergence. Au-delà des échanges formels ou informels, au-delà de ces rencontres, au-delà des discours, de façon concrète, qu'est-ce qui est fait pour que ces leaders, que ces capitaines d'industrie puissent sentir effectivement qu'ils ont le soutien de l'État pour aller à la conquête du marché extérieur, par exemple? De manière concrète, vous avez vu les incitations prises par la loi des finances pour l'exercice 2024. Il y a des allégements fiscaux qui ont été accordés aux hommes d'affaires camerounais pour un certain nombre de denrées de première nécessité. À côté de ces allégements fiscaux-là, vous avez vu comment le gouvernement a décidé, dans le cadre de la politique d'impôt-substitution, d'accompagner. Je crois que l'enveloppe pour l'impôt-substitution cette année se situe autour de 250 milliards pour soutenir la politique nationale d'impôt-substitution. Et à côté de ça, les hommes d'affaires, le gouvernement a cessé d'augmenter les impôts pour les hommes d'affaires en élargissant l'assiette fiscale, puisque pendant des années, pour augmenter les recettes fiscales, il fallait augmenter sur les mêmes. Et justement, le JICAM s'en est plein en disant, mais attendez, vous êtes en train de nous asphyxier. Alors on a dit, bon là, on essaie d'élargir. Avec, vous voyez, tout le monde est enrôlé maintenant au fichier national des contribuables avec les numéros d'identifiant uniques. Ça permet de donner une bouffée d'oxygène à ces hommes d'affaires. Le plan de relance post-Covid qui a été mis en œuvre permet justement aux hommes d'affaires d'avoir une bouffée d'oxygène, puisqu'on a vu l'impact du Covid avec la déstabilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. On a vu comment le gouvernement aujourd'hui subventionne un certain nombre de produits à l'importation, demande de relancer. J'ai vu à Ngaoundéré, à Wissando, je crois, comment on est en train de lancer la production du riz là-bas, du blé là-bas, comment on est en train de booster la production d'un certain nombre de produits. Donc je crois que de manière concrète, il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, pour un pays qui a eu une forte dépendance à l'extérieur, qui a été habitué à importer, il y a des choses qui prendront du temps pour se mettre en œuvre, parce que pour construire des grandes chaînes de production, ça demande beaucoup de ressources, mais ça demande aussi beaucoup de temps. Pour pouvoir avoir une production nationale, ça prendra au moins 5-6 ans, mais je pense que le déclic est déjà mené.
Maître Tchekali, peut-être pour sortir de la question, est-ce que vous avez le sentiment que les capitaines d'industrie dans notre pays sont suffisamment soutenus par l'État? Il y a un certain nombre d'éléments qu'indique Dimitri Bala dans ce sens-là. Est-ce que ça suffit? Si Dieu nous donne longue vie et qu'ils sont aux affaires, pendant 30 ans, ils répéteront le même discours. Moi, je suis avocat. Dans le civil, hormis la politique, je suis avocat. J'ai quelques chefs d'entreprise qui sont mes clients. Et mon portefeuille est en train d'augmenter, mon portefeuille client. Parce que les chefs d'entreprise sont de plus en plus en difficulté contre l'État. Et vous-même, vous êtes chef d'entreprise, hein? État avocat. Et je suis sorti de Kribi pour venir directement ici. Je viens de faire 2 jours à Kribi. Attention avec ses propres paroles, M. Fangwa. Il dit qu'on est en train de faire la production de blé. Ça s'appelle Wassande. Wassande. Dans la région de l'Adamawa. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. La superficie sur laquelle on est en train de faire le blé n'atteint pas le 1 millième de la superficie qui était cultivée par Sodé Blé au temps d'Aïdjo. Vous ne pouvez pas venir. Vous dites que vous êtes en train de... Voilà, le terrain est là. S'il y avait 1000 hectares, vous n'êtes même pas en train de cultiver sur 1 hectare. Et vous venez fanfaronner sur ça. Quand, de plus en plus, quand vous allez à l'inspection du travail, les licenciements pour motif économique aujourd'hui, quand j'entre dans le milieu judiciaire, il y a 10-12 ans, les licenciements pour motif économique étaient difficiles à obtenir. Mais aujourd'hui, c'est à la chaîne qu'on donne. J'ai eu un client, pour peu qu'il ait refusé de payer un pot de vin, un chef de terre a désigné tous les délégués départementaux de sa circonscription de commandement pour aller sceller. J'ai dit bien tout ce qu'il avait comme délégué. En réalité, ce qui se passe, mais je vais vous montrer le lien là si vous ne voyez pas. Les recettes pétrolières étaient en train de chuter parce que l'or noir n'est pas inépuisable. Ils ont saigné le pays à blanc. Le pays étant saigné à blanc, maintenant ils vont saigner les Camerounais eux-mêmes. Quand on vous parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, ce n'est pas parce qu'on est en train d'élargir l'assiette fiscale qu'on va cesser d'approfondir le puits qui est creusé sur les autres contribuables. Non. En plus de leurs clients habituels qui sont répertoriés, qui sont saisissables, les gens comme vous et moi, qu'on n'arrivait pas à nous attraper facilement par rapport à la modicité de nos moyens. Même nous là, ils sont en train de chercher. Écoutez, l'année passée... Les gens vont au courant que dans tous les pays du monde, ça se fait, l'élargissement de l'assiette fiscale. L'idéal, c'est qu'au terme, que tout le monde puisse participer à son petit niveau, n'est-ce pas, au renflouement du trésor public et à la réalisation des projets de... Ce qui est bien. Oui. C'est bien que tout le monde paye. Mais plus l'assiette fiscale s'élargit, moins elle s'approfondit. Si une société avait payé pour l'exercice 2023 10 millions d'impôts, maintenant que l'assiette fiscale est élargie, il faudrait donc que ce chef d'entreprise se retrouve à peu près avec 7 millions, 6 millions d'impôts. Est-ce que l'impôt doit diminuer? Oui, le gouvernement, l'État ne prend pas l'impôt chez les citoyens pour le plaisir de prendre. L'État prend l'argent chez les citoyens en fonction des besoins. Si l'État du Cameroun a besoin de 5 000 milliards en 2025 et qu'il s'asseye, il faut qu'il répartisse dans ces 5 000 milliards-là. Ils disent, Duval Fangwa est journaliste, on lui fera payer tel, chèque et avocat, on le fera payer tel, société morale, ainsi de suite. Or, pour eux, ils sont toujours à la quête de l'argent. C'est l'année passée où ils ont voulu que nous dédouanions nos téléphones portables. Ils sont en difficulté financière. Vous comprenez? Ils ont tellement pompé la caisse qu'elle est aujourd'hui à sec. Maintenant, ils ont décidé donc d'étrangler. Mais, comme ils ont beaucoup de professeurs là-bas, des beaux parleurs, ils vont quand même nous passer la pommade.
Et comment ils vont nous faire passer la pommade? On organise des séminaires à Kribi, à Limbe, dans les grands hôtels. On cherche telle corporation, peut-être on va prendre les bensikineurs, on va acheter quelques bouteilles d'eau. On va s'entretenir avec eux. Pour quel résultat à la fin? Toutes les infrastructures sont en train de tomber. La charge fiscale devient de plus en plus lourde. C'est tout le monde qui est ciblé. C'est juste, chacun doit payer. Mais il faut que si tout le monde paye, ça doit alléger donc. Mais comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui les personnes physiques sont pratiquement revenues sous l'ère de l'impôt forfaitaire? Oui, vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Quand on arrêtait nos parents sur les routes, les gendarmes disaient carte d'identité, impôt et le reste. Aujourd'hui, on est en train sournoisement de nous ramener l'impôt forfaitaire. Numéro d'identifiant unique, vous ne pouvez plus faire un abonnement d'eau et d'électricité si vous n'avez pas ça. Tout à fait. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça serait une bonne chose si les gens, si les contributions diminuaient au fil des années. Puisque le nombre de contribuables augmente, le montant de contributions devrait en principe diminuer. C'est du bon sens, mon cher ami. Alors,